Notre place est si utile que nous attendons la ville. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu aussitôt. Même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne sur le plateau qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Ce sont les Allemands qui ont pris la direction, pour ainsi dire. On faisait comme eux. Ils faisaient des tranchées, et nous, on faisait des tranchées devant eux. On était quelquefois à 10, 20 mètres les uns des autres. Mais dans l'Argonne, c'était une forêt où il y avait de grands ravins comme ça. Alors souvent, on se trouvait d'un côté d'un ravin et les Allemands se trouvaient de l'autre. Alors c'est trouvé un moment que nous avons repéré au fond du ravin une espèce de source. Alors nous sommes allés chercher de l'eau et les Allemands l'ont vu aussi. Un jour, on s'est trouvés ensemble, une délégation allemande puis une délégation française pour venir chercher de l'eau. Alors les premiers arrivés, ils se sont servis, puis ils ont laissé la place aux autres après. On ne s'est pas battu. Quand on avait devant nous des Bavarois, ça allait bien, on s'accordait bien. Mais quand c'était les Prussiens, c'était toute la bagarre. Les Allemands, ils étaient là, en tranchée. Alors, nous, ils appellent qu'on se retranche aussi. On ne pouvait pas rester grand devant eux comme ça. Alors, on a commencé avec nos pelles, des pelles et puis des pioches. On faisait des petits trous dans lesquels on se cachait, le mieux possible. Puis après, les petits trous, ils sont venus les uns après les autres, ils sont venus les trancher par la suite. Donc, à un certain moment, on nous faisait attaquer, on a attaqué, et c'était généralement des bagarres où on était descendus. Et ça a duré comme ça, cette bataille, avec différentes périodes dans l'Argonne, jusqu'en septembre 16. Là, en septembre 16, nous sommes allés à Verdun, parce que tous les régiments passaient les uns après les autres à Verdun. Alors nous sommes allés en septembre 16. On nous a mis devant une grande plaine, mais cette plaine-là était remplie de trous, des trous d'obus comme ça. Alors, comme occupation, on avait des 5 ou 6 trous d'obus comme ça, les uns après les autres, où on se mettait à 4 ou 5 par trou d'obus. C'est comme ça qu'on a commencé la guerre, là-bas. Ben, les Allemands, ils étaient dans des trous d'obus aussi, comme ça. Il n'y avait plus de tranchées, ni de voyous, ni rien du tout. Alors, on se surveillait les uns les autres pour tirer sur ceux qui se faisaient voir. Parce que j'étais au bois de la Cayette qui touche, pour se dire, du Haut-Mont. Alors, pendant toute la nuit, c'était le 24 octobre, pendant toute la nuit de 23 au 24, ça n'était qu'un bombardement toute la nuit, sur des grosses pièces qui tiraient sur Haut-Mont. Alors, nous, on était là, à côté de fort de Douaumont, et nous avions la charge d'empêcher qu'on attaquait pour reprendre le fort. Alors, nous étions chargés d'empêcher les Allemands de l'extérieur de venir délivrer les Allemands qui étaient à l'intérieur du fort.
on s'est bagarré toute la journée comme ça. Mais dès les premiers jours que nous avons été là, il y a le caporal, le sergent, ben, c'était simple caporal. Il me met toi là. Alors, il y avait déjà des camarades qui étaient là. Alors, il y a un camarade qui me dit, oh ben non, laisse-moi donc, c'est mes amis. Alors je dis, bon, ben reste là, je vais aller au cousin. C'est arrivé que nous avons eu un avion allemand qui nous a surveillés, qui nous a surveillés, et puis on a tiré. Et il y a un obus qui est exactement tombé à l'endroit où j'aurais dû me trouver. Alors ceux qui étaient là, ils ont tous été tués. Moi, j'ai échappé. En novembre 1916, mon régiment était installé là, dans cette portion là, du champ de bataille de Verdun, en avant de l'étang de Vaux. Eh bien, vous me demandez là, c'est pas difficile. Un soir, je suis désigné. On me dit, voilà, il y a une corvée de ravitaillement pour aller en première ligne, pour porter des munitions en première ligne au 2e bataillon. Et ce ravitaillement en munitions, eh bien, il était fait avec les soldats. C'était des soldats qui portaient des cassettes de cartouches ou de grenades. Eh bien, c'est là, à un moment donné, j'étais en traite en avant de ma section. Eh bien, j'ai reçu un éclat d'obus dans la cuisse droite, là. Un éclat d'obus qui m'a fait mettre à genoux. Eh bien, les hommes sont allés en première ligne, sont allés porter leurs munitions. Et moi, on m'a posé là, à côté du poste de commandement, où se trouvait l'adjudant de bataillon, un adjudant de bataillon dévoué d'ailleurs, très chic, qui m'a offert un petit coin de son trou pour me mettre à l'abri. Et dans la nuit, car dans la nuit, il s'est mis à pleuvoir à un moment donné. J'avais heureusement un de mes anciens poilus dévoués, un de mes poilus dévoués qui avait enlevé sa capote pour la mettre sur moi pour me protéger. Faut vous dire, il faut que je vous donne le détail. Le commandant était un peu à peu près à 80 mètres en arrière des premières lignes, des toutes premières lignes, et dans un trou qui était recouvert avec deux tôles ondulées. Et dans ce trou, il se trouvait avec son capitaine adjudant-major. Et il dormait, je les entendais ronfler là-dessous. Il dormait paisiblement, comme si de rien n'était. Le repos du juste. Voilà, eh bien. Et le matin, le 5, on est venu me chercher avec les brancardiers de ma compagnie sont venus me chercher et m'ont transporté en sens inverse. En près l'itinéraire. Là, bah, bon, le colonel est venu me voir, j'ai vu des camarades, malheureusement qui avaient été blessés le matin et qui étaient en train de mourir. Et là, c'était pas drôle de voir ça. Le médecin me dit, est-ce que tu veux, je peux t'évacuer maintenant, si tu veux. Je peux te faire transporter. C'était le matin de bonne heure. Alors j'ai accepté. Et j'étais emmené en brancard à travers le ravin par le ravin du Basile, d'ailleurs, là où était ma compagnie, où j'ai pu prendre mes affaires au passage, et continuer en traversant le bois de vos chapitres, qui était un océan de boue, quelque chose d'infernal. Et pour le traverser, on traversait sur une petite piste, à travers les trous d'obus qui étaient remplis d'eau verte. C'était tout le bois de vos chapitres, il y avait peut-être plusieurs centaines de mètres comme ça à traverser. Et je suis arrivé à un autre poste de secours. Peut-être vous allez voir, c'est comment
on mourait à Verdun. Eh bien, on m'a mis mon brancard à côté du brancard d'un soldat qui était en train de, qui était dans le coma, qui agonisait absolument. Je n'ai rien pu savoir. Et au bout d'un moment, il y a un prêtre qui est arrivé, qui a fait comme moi, là, et à un moment donné, le soldat est mort, il est mort à côté de moi, là, comme ça, les deux brancards. J'ai appelé, les brancards, ils sont venus me chercher, et c'est le soir que j'étais emporté sur des brancards, sur un brancard, emporté par des prisonniers allemands qui avaient été faits prisonniers et qui transportaient les brancards. Mon frère, il est parti le 1er août, 1er août 14. Il est parti en Amérique et il est revenu d'Amérique le 11 novembre 1918. Il est parti un an pour instruire les troupes. Il instruisait les nouvelles troupes. Les soldats américains qui sont venus. Il fallait leur apprendre. Je ne sais pas exactement ce qu'ils faisaient, mais enfin. Ils étaient partis plusieurs sections. Et mon frère, il était dans le génie. Après, on va construire un pont. Et lui, il est revenu. Il est rentré à Bordeaux, le 11 novembre 1918. Il a été en Amérique 13 mois. Il est revenu en bateau. Il était parti sur le Rochambeau, mais il est revenu sur quel bateau. Ils ont mis au moins 8 jours pour revenir. Alors il y avait sur le paquebot, il y avait Sarah Bernard qui revenait d'une tournée en Amérique. Elle était là avec ses. Et quand elle a su qu'il y avait un lieutenant français et un machin, elle a voulu le voir, il allait là-bas tous les jours dans sa cabine. Mon frère était un très bel homme, alors. J'ai son portrait, là. Mais il a dû dire, présenter ses hommages tous les jours. Le matin, on a entendu l'annonce de la fin de la guerre. Et puis le soir, on recevait une dépêche qu'il était arrivé en France. C'était à 11h du matin, je ne sais pas comment on l'a appris. Et alors, il y avait, sur le boulevard Saint-Marcel, il y avait une petite usine, vous n'avez pas connu tout ça, c'était un magasin qui s'appelait Cazoret. C'était des Bretons, ils vendaient du beurre, ils vendaient des gâteaux, ça. Alors, il y avait quelques ouvrières là. Elles sont sorties sur le boulevard, et elles chantaient « Ah, il fallait pas qu'ils viennent. Ah, il fallait pas qu'ils viennent. » Les gens dansaient. Alors après, il y avait... Alors, c'était autre chose. Le 14 juillet 1919, le défilé des troupes. Alors, j'ai assisté, on était avenue des Champs-Élysées, on a vu passer toutes les troupes et les 3 maréchaux sur les chevaux. Ça, c'est un souvenir inoubliable.
Il n'y en a pas beaucoup qui sont revenus. Il y a eu pas mal de... Et puis, il y a des veuves qui se sont remariées, alors. Dans mes amis, j'en ai une, elle s'était mariée en 1913. Ça, elle a été veuve parce que elle avait eu un petit garçon. Elle était pas... Eh ben, elle s'est remariée pas longtemps après. Dans notre génération, il y a eu pas mal de célibataires, vous savez. Dans les amis, il y en a eu. Les deux sœurs comme nous, elles sont restées filles. Oh ben, il y a tout de même eu 1 500 000 hommes qui ne sont pas revenus. Alors les femmes sont restées, puis... Je vois toujours mon camarade, un de mes camarades, enlisé dans un trou d'eau. Et pour en sortir, j'ai risqué ma peau. Hein, pour l'aider. Parce que je n'avais que mon fusil, que j'essaye de lui tendre pour qu'il puisse l'attraper et que je puisse l'aider à sortir de son trou, où il descendait de plus en plus, n'est-ce pas? Et que tellement bien, je me sentais attiré moi-même, quand je tenais sa main, je me sentais attiré moi-même vers le puits. C'était un véritable puits sussoir, un ancien trou d'obus qui avait été rempli d'eau, qui avait été rebombardé, et tout ça était une masse de boue dans laquelle on s'enfonçait, et pour en sortir, il fallait ne pas être seul, parce que seul on n'en sortait pas. Au plus qu'on faisait des mouvements, au plus on enfonçait. Alors il fallait bien que quelqu'un vienne en aide. Mais très souvent, celui qui venait aider était la victime, au même titre que celui qui l'avait voulu aider. Et j'ai eu le bonheur de le sauver, de me sauver moi-même, mais nous en avons tremblé pendant des semaines, parce que ça ne s'oublie pas. Quand on sent la boue qui vous opprime la poitrine et que vous n'avez beau faire pour essayer de vous en dégager, je vous assure que c'est pire que d'être lié pour être fait prisonnier quelque part. Parmi les hommes du génie, donc justement, avant, et il est tombé dans un trou d'obus. Alors, comme je vous l'ai dit, il a été happé réellement par le sol et il était enfoui à peu près jusqu'à mi-taille, n'est-ce pas? Personne n'a su le secourir puisque c'était plein bombardement, etc. Et pour le ramener, impossible, le bonhomme était devenu fou enragé, n'est-ce pas? Il mordait ceux qui essayaient de s'approcher pour le prendre. Il leur mordait les mains, etc. Et ça a duré 2 jours et 2 nuits. Alors pour finir, il y a eu un accord entre l'armée belge et l'armée allemande. Il y a un docteur qui est sorti avec un drapeau blanc, des hommes, et il a été décidé que si il était blessé, on pouvait le reprendre. S'il n'était pas blessé, les Allemands le prenaient. Et ils sont parvenus à le dégager et à le retirer de là. Il paraît qu'il avait déjà de la boue jusqu'au cou quand ils l'ont retiré. Il était de plus en plus furieux parce qu'il a hurlé pendant 2 jours et 2 nuits. Et quand ils l'ont retiré, les infirmiers l'ont déshabillé, il n'avait pas de blessure, donc il a été emporté par les Allemands. Et ce qu'il est devenu, ça on ne le sait pas, mais nos observateurs ont très bien vu que, après transport, il a été transporté à bras d'homme des tranchées allemandes vers l'arrière. Donc, ils ont vu le déplacement de la tranchée allemande vers les routes qui conduisaient à leur installation de tranchées.
Donc on sait que les Allemands ont pris chez lui, chez eux. Mais ce qu'il est devenu, ça on ne sait pas. Hein? Si on a rencontré une patrouille allemande, c'était le combat au poignard. Et alors là, c'était le plus fort des deux. Hein? Et très souvent, celui qui tombait dans la boue, il restait dans la boue, on n'en sortait plus. Hein? Et c'était ça, le véritable combat de l'armée belge, c'était risquer sa peau, hein, avec toujours la terre comme terminal. On était, de toute façon, si on n'était pas tué par une balle, on mourrait par la boue. La dernière attaque qu'on a fait des prisonniers, on les a surpris un matin là, avant le jour. On avait été, ils n'étaient pas tellement combatifs, ils étaient fatigués aussi. On était à la queue leu, on a été faire le tour par derrière pour les prendre à l'arrière. On avait profité d'un petit bois là qu'il y avait, on a fait passer derrière le petit bois. Et quand on a été juste en face de leur entrée, là, on les avait déjà dépassés, on a fait demi-tour, on s'est rabattu sur l'entrée des sapes qu'il y avait. Alors, il faisait encore pas jour, on s'est rabattu sur eux. Une des sentinelles qui avait entendu ce bruit, certainement, elle a tiré une fusée éclairante. Une fusée éclairante. Alors, on y voyait comme le plein jour. Mais seulement, ça n'a pas duré longtemps. Mais enfin, ça nous a servi à arriver à l'entrée des sapes. Ils n'étaient pas encore sortis avec la sentinelle qui était dehors, à l'entrée où moi j'étais. Alors, à côté, ça a dû faire pareil. Alors, forcément, sitôt que c'est le bruit de la fusée, ça a réveillé ceux qui devaient dormir encore. Alors, les officiers sont sortis les premiers. Il y en avait quatre officiers. Alors, le premier qui est sorti, qui est apparu à la sortie de la sape, du machin, enfin du trou, là, il avait le pistolet à la main. Mais comme il était encadré, je ne sais pas, on lui a tapé sur la main, je ne sais pas quoi, le pistolet est tombé par terre. Alors, les soldats qui étaient à côté, moi j'ai vu faire ça, mais je ne pouvais pas intervenir parce que j'avais mon fusil mitrailleur dans les bras. Ils se sont disputés à deux ou trois ou quatre, pour avoir le pistolet. Alors, je ne sais pas comment ils sont arrivés. Il y en a un qui a dû appuyer il le tenait à pleine main, sans doute. Le coup est parti. Ça lui a traversé la main. Alors, on pensait pour avoir le pistolet, il s'est fait. Alors, qu'est-ce qu'il lui restait à faire? Ben, c'était d'aller se faire soigner. Alors, les prisonniers qui sortaient à la queue leu de ce trou, il y en avait sur toute la rangée de machins qu'il y avait là, de mitrailleuses et tout ça. Quand tout ça sortait, il y en avait presque une centaine. Alors, on ne pouvait pas, on n'était pas assez nombreux pour aller les accompagner. Alors on leur disait, partez par là. Alors derrière, il y avait d'autres unités qui les recevaient et qui les ressemblaient. Mais nous qui les faisions prisonniers, on ne les accompagnait pas pour le départ. Là, en les fouillant, on les fouillait quand même, qu'ils n'aient pas d'armes. Alors, en les fouillant, j'ai trouvé, il y en avait un qui avait dans sa poche quelque chose de gros. Là. Alors, j'ai fait comprendre que je voulais voir ce que c'était.
Alors c'était une belle pipe même qui avait l'air d'être toute neuve encore. Alors forcément, il me l'attend. Alors je la prends, je la regarde, je dis qu'est-ce qu'elle est belle cette pipe. Alors il me la prend des mains, de nouveau, alors il la démonte pour me faire voir comment elle se démontait. Alors il la remonte aussitôt et il me la redonne. Mais j'ai vu qu'il me l'a redonné avec regret, certainement il aurait bien voulu la garder. Alors c'est moi qui l'ai gardée. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les flammes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Crâne sur le plateau qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les saints.